était arrivé la dernière fois au passage du schéma du miroir au premier étage du graphe du désir. Alors, pourtant je l'avais déplié tout à l'heure, mais voilà, c'est là. Rappelez-vous le stade du miroir qu'on avait fini par mettre dans une espèce de quadrangle, là, une structure quadripartite, qui était la structure même que Lacan va utiliser tout son enseignement jusqu'à la fin. Hein. Une structure quadripartite, les rapports du sujet au grand autre, lieu du trésor des signifiants, aux petits autres, dont l'un est son moi et l'autre est le partenaire, le petit autre. Donc c'est une mathématisation d'une expérience du stade du miroir. Hein. L'entrée de l'enfant qui baigne, qui est dans un bain de la langue avec sa mère et qui petit à petit s'imprègne de cette langue pour petit à petit commencer à faire fabriquer des mots ou répondre par des mots et apprendre le langage et rentrer dans le monde humain, on pourrait dire, la société. En gros, c'était ça. Donc, dans le graphe du désir, on retrouve cette schématisation. Alors, le graphe du désir, je vous avais expliqué qu'au départ, l'idée c'était la trajectoire de la pulsion. C'est-à-dire, on partait d'un sujet du besoin, qui est ici, avec le triangle, c'est le sujet du besoin, c'est le chasseur qui part à la chasse pour trouver du gibier et qui rencontre sur sa route des traces. Hein. Alors je vous avais dit que l'animal en général, lui, quand il va à la chasse, il fait la même chose, donc il n'a pas peur, Lacan, de nous comparer à l'animal au départ, pourquoi pas. Et quand l'animal rencontre des traces, lui au contraire, il va du côté d'où ça vient, parce que là il va trouver le nid de ses proies préférées pour les manger pendant que les parents sont à la chasse. Ça, voilà le truc. Alors que l'homme, lui, il a plutôt tendance à suivre, quand on lui met des flèches, il les suit. Hein. Vous savez très bien, quand vous prenez votre voiture, vous voyez des flèches et vous suivez toujours les flèches. On peut vous faire des parcours fléchés en permanence, hein, vous suivez les flèches. Là, voilà le premier étage. Donc, un sujet qui est ici, et ce que va faire Lacan, c'est qu'il va faire basculer, alors ça je vous l'avais expliqué, il va faire basculer, il va faire une torsion, sans le dire à personne d'ailleurs. Hein. Alors ça, vous avez, pour toujours la pulsion, la zone érogène, d'où part la pulsion, qui part de l'organisme. Il y a une poussée qui est constante dans la pulsion, ce qui montre que ce n'est pas un phénomène physiologique, c'est une mythologie, une représentation de notre rapport finalement à l'extérieur et au monde extérieur. Comme ça, et Lacan va faire une torsion et va amener ici, ce que je montre ici tout de suite, là, parce que je l'avais fait la dernière fois, alors qu'il y avait ici au départ le sujet du besoin, il est déjà par définition sujet du signifiant. Hein. Même le nourrisson, le sujet du signifiant, il est entièrement dépendant de l'adulte nourricier, qui le nourrit pas seulement de lait, qui le nourrit de parole tout de suite. Hein. Et le petit enfant, pour Dolto en particulier, dans l'heure qui suit, il sait déjà comment il s'appelle, parce que dans la salle d'opéra, dans la salle où on l'enfante, où on enfante la mère, on donne son nom tout de suite. C'est un garçon, il s'appelle comment, et puis tout le monde l'appelle comme ça, la sage-femme, les infirmiers, l'anesthésiste. Donc il entend déjà les premiers phonèmes de son prénom et il sait qu'on parle de lui. Elle le dit comme ça, hein. C'est clair et net. Alors, donc cette torsion qui fait passer ce qui était le sujet à l'aboutissement de la flèche de la pulsion, c'est tordu comme dans le stade du miroir. Je vous avais montré qu'au niveau du miroir concave, il y avait une torsion qui faisait que dans un miroir concave, l'image que vous voyez, elle est symétrique
de ce que vous êtes. C'est-à-dire que votre main droite reste une main droite sur son image dans le miroir concave, même si c'est à l'envers, et alors que dans le miroir plan, au contraire, votre main droite devient une main gauche, la main gauche devient une main droite, tandis que là, ça reste comme ça. Voilà. C'est important de savoir que à l'origine, le sujet, il est fixé déjà par le signifiant, parce que le miroir plan, dans le stade du miroir, c'est en fait le lieu de l'autre, c'est-à-dire de la mère, des adultes, de ceux qui s'occupent de l'enfant, et l'enfant appréhende son image dans le miroir à partir de ce que lui disent les adultes qui s'occupent de lui. Parce que vous pouvez aller voir, il y en avait un d'ailleurs récemment assez drôle sur Internet, l'enfant, quand il voit les premières fois l'image, il y a un petit bébé, là, enfin pas un bébé, un petit garçon qui marche comme ça, il se voit dans un magasin, dans un grand miroir, il est complètement sidéré, et puis il s'approche, et puis il voit l'autre comme ça, il va derrière le miroir, il ne voit rien bien sûr, puisqu'il n'a pas encore compris que c'était son image qu'il voyait comme ça, et c'est très drôle. Hein. Et le nourrisson, au début, si vous avez, on en voit beaucoup des vidéos là-dessus comme ça, qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec la psychanalyse, où les gens ont observé cette chose-là et ça les a beaucoup intrigués. Que l'enfant, il ne sait pas que c'est son image, il se dit c'est bizarre ce truc, alors qu'un animal, lui, regardez un chat, quand il se voit dans un miroir, le jour où il s'aperçoit qu'il y a une image de lui dans le miroir, il saute et il s'en va en courant. Les chiens, c'est un peu différent, ils sont moins peureux et moins... Ils regardent, puis ça ne les intéresse pas. Sauf la télévision. Ils regardent quand les parents regardent, enfin le père regarde des matchs de rugby, le chien, il regarde leur match de rugby, puis il aboie et tout, il comprend un peu ce qui se passe. Voilà, je dis ça, c'est des choses comme ça qui font qu'on n'est quand même pas des animaux, mais on n'est pas loin de l'être. Donc, au départ de la flèche, maintenant, de cette trajectoire que j'ai prise là, l'étage inférieur du graphe du désir, c'est un sujet qui fait une demande à l'autre. Une demande à l'autre. Et l'autre, en lui parlant, c'est comme l'histoire dans le miroir, en lui parlant, le renvoie à une signification. Ici. Il est signifié par l'autre. Hein? C'est ça que ça veut dire, ici. C'est pour ça qu'on a ce point d'accroche, et puis ça redescend vers le bas, comme ça, parce qu'en même temps, vous voyez tout le circuit qui est en train de se mettre en place, il y a une demande adressée à l'autre, et il y a une trajectoire des flèches qui vont comme ça, et qui font retour en même temps. Voilà, ça se complique, c'est comme ça, et c'est comme ça. Donc, cet autre-là qui est en face, le partenaire dans la vie, en même temps, lui-même, est lié à l'autre, ce qu'on appelle nous l'autre. Hein. L'autre comme lieu du signifiant, comme trésor du signifiant. Donc c'est simplement une écriture mathématisée de ce qui s'observe. Hein. C'est une façon de permettre de saisir les trucs. Et donc à celui-ci, sur ce schéma, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où je vous l'ai dit sur le chemin du miroir, la chaîne signifiante, elle va dans ce sens-là. Elle va dans ce sens-là, et elle déborde ici, comme ça. Ça, c'est le principe d'une chaîne signifiante, et puis on va voir l'étage supérieur plus tard, qui fait que Lacan, justement, ne tient pas compte du schéma de Saussure, parce que Saussure représente le langage selon deux courants d'eau, un supérieur et un inférieur, qui vont dans le sens contraire. Et Lacan renverse la position, il met le signifiant au-dessus et le signifié en dessous, alors que chez Saussure, c'est le signifiant qui est en dessous et le signifié qui est au-dessus. Voilà. Ici, la signification qui vient ici, c'est pour ça qu'on écrit avec un petit s, vous devenez une signification de l'autre. Hein, portez son nom ou un certain nombre de choses que l'autre vous impose par son discours. Et ça déterminera votre position dans le miroir que vous reconnaîtrez comme étant votre image. Vous êtes un moi. Le moi, c'est une instance imaginaire, c'est pas une instance réelle, mais qui a forcément
une racine dans le réel, puisqu'il y a quand même, de toute façon, les mots produisent des effets sur votre image, et ça imprègne chez vous quelque chose d'une constance qu'on appelle le moi, quoi. Une instance plutôt floue, plutôt que vraiment. Alors il y a le fameux moi-je, hein, qui est un trompe-l'œil, qui est un truc narcissique, qui fait qu'on sait très bien, surtout chez les femmes, comment leur image dans le miroir les gêne, parce qu'elles passent leur temps à se demander comment les autres les voient, puisqu'elles savent que les autres ne les voient pas comme elles se voient. Hein. Chez les jumeaux, c'est une question qui est très problématique, et les jumeaux, justement, passent leur temps, surtout les jumelles d'ailleurs, passent leur temps à s'habiller de la même façon, parce que l'image de l'autre est une image orthopédique de ce qu'elles sont. C'est pour ça que les jumelles en particulier, c'est plus visible chez les femmes que chez les hommes, se quittent jamais, et comme pour une raison quelconque, et ça arrive même chez les hommes bien sûr, quand le jumeau, le partenaire jumeau est séparé de son double dans le miroir, ça montre l'importance de l'image dans le développement de l'être humain. C'est-à-dire qu'au fond, se voir dans un miroir, c'est se constituer comme corps. C'est pour ça que Lacan peut placer le corps dans son schéma plus tard, dans l'imaginaire. C'est une consistance de forme. C'est une forme que vous voyez dans un miroir. Vous ne voyez pas votre corps. Même si vous le regardez comme ça, c'est dans le miroir. Donc votre image, elle peut varier en fonction de ce que l'autre vous renvoie comme signification. T'es beau, t'es moche, t'es mal habillé, tu travailles pas, enfin toute une série de termes qui situent l'autre comme un juge de ce que vous êtes. Et qui aboutit donc, là cette flèche redescend, comme l'histoire dans la pulsion, et identifie là un point qui s'appelle l'idéal, le moi, l'idéal du moi. L'idéal du moi, en fait, c'est une instance qui n'est pas imaginaire, c'est une instance qui est symbolique. C'est-à-dire que vous êtes fixé comme sujet qui est là, signification, comme sujet par les signifiants qui vous viennent de l'autre. L'autre qui veut que vous deveniez un garçon travailleur à l'école, qui fera des études, qui rentrera à Polytechnique le plus tôt possible, parce qu'après les polytechniciens, toute leur vie, ils n'ont plus rien à foutre d'autre que de toucher des salaires énormes pour gérer des sociétés dans le monde entier qui ne servent à rien. Et puis, c'est ce qui s'appelle l'idéal du moi. Alors l'idéal du moi s'oppose à une autre instance qui fait que, au-delà de cette chaîne signifiante que vous rencontrez, qui est la vôtre, hein, la chaîne signifiante, ce sont des signifiants parentaux ou sociaux qui s'imposent à vous et qui reviennent tout le temps vous mouliner et qui font que c'est de ça que vous êtes constitué comme sujet du signifiant dans les discours. Hein. Étant entendu que le désir, c'est le désir de l'autre en plus. Ça vient de là. Votre désir va se constituer à partir du désir de l'autre, du grand autre. Et votre message, forcément, comme le dit Lacan, vous le recevez toujours sous une forme inversée. Ça vous vient de l'autre. Le moi-je, c'est tuer. Hein, tuer ça. Mais tuer, vous savez ce que ça veut dire en français. Hein. C'est quand même la signification d'une mortification du corps par le signifiant. Toujours une sorte de blessure qui, à la fois narcissique, puisque vous n'êtes pas exactement conforme à l'image qu'on attend de vous, vous n'êtes pas conforme à l'image que vous voyez de vous, puisque vous êtes obligé de tenir compte de ce qu'on dit de cette image. Vos habits, ce que vous faites, toute une série de choses comme ça. Alors, on retrouve le schéma, le quadripartite ici, à cet étage, entre ces quatre termes, qui sont ici et ici, et à l'intermédiaire des quatre, la ligne imaginaire entre le moi et le petit autre. Parce que le petit autre, pour vous, c'est pas le grand autre. Le petit autre, c'est un autre. Donc si ne vous plaît pas, vous changez. Seulement, vous ne pouvez pas changer d'autre. Le grand autre, vous l'avez reçu bien avant votre naissance, puisque, au fond,
pour les humains, notre venue au monde, elle est déjà déterminée par le discours des ancêtres. Vous êtes déjà inscrit dans une lignée. Et dans une lignée familiale qui a ses signifiants propres, qui se répète, qui fait que quand vous arrivez au monde, ben, vous rentrez dans un truc qui est constitué dans les générations avant. Alors en principe, ça ne va pas au-delà de 3 générations. Après, ça se perd. Ça se perd dans la masse des signifiants de la contrée, par exemple. Alors les gens qui font des études d'ailleurs sur le comment ça s'appelle déjà la généalogie, en général, vous remontez pas très loin, contrairement à ce que s'imaginent des gens, on va pas très loin, sauf chez les aristocrates. Parce que les aristocrates, ils ont leur inscription, ils ont une histoire, ils ont des tableaux, ils savent qu'ils descendent de Louis XIV ou des choses. Mais les gens comme nous, on ne va pas très loin. Et souvent, on découvre qu'au fond, ceux qui font de la généalogie comme ça, ils vont dans les mairies chercher des textes, ils trouvent des noms propres, mais à un moment donné, ça se perd, quoi. On ne sait pas si vous êtes vraiment descendant, si votre lignée continue. Il y en a qui pensent que c'est vrai, mais c'est pas sûr. Moi, dans ma famille, c'est un peu comme ça. Ils se sont inventés une lignée qui, au départ, l'ancêtre familial, c'est la légende de la famille, s'appelait Wallace, W-A-2-L-A-C-E, et c'était un Écossais, vous vous rendez compte, un Écossais qui servait dans la garde impériale de Napoléon. Vraiment, c'est le pompon, quoi. Et puis, on ne sait pas trop comment ça s'est passé avec lui. Ensuite, il est descendu à Lyon, il habitait à Lyon, et comme les Lyonnais sont... Un chandail écossais. Hein? Un chandail écossais. Comment? Ton chandail, il est écossais. Oui, on peut dire comme ça. Valas, donc, comme à Lyon, les Lyonnais sont assez spéciaux, ils ont francisé le nom, parce que personne parlait anglais en France à l'époque. Donc, Valas, on ne pouvait pas l'écrire comme à l'écossaise, on l'a écrit à la française, V-A-2-L-A-2-S-E. Forcément. Et puis, il y a un ancêtre, on ne sait pas à quel moment exact, qui s'est dit, bon, on va quand même donner un peu de tenue à ce nom propre, puisque c'était un chef d'entreprise qui avait des soirées à Lyon, qui était très riche et tout. Il a simplifié le nom, il a écrit V-A-L-A-S. Et nous, dans notre famille, on a vécu en pensant qu'on était les seuls Valas en France, hein, pendant très longtemps. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de Valas, surtout sur Facebook. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et pour chacun, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas très loin. Alors, toutes les études comme ça, de généalogie, faites très attention aux gens qui vous proposent de vous faire votre lignée généalogique, parce que c'est des escrocs, quoi, la plupart du temps, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de vérifier. Ils peuvent aller dans les cimetières, ils vont trouver des noms, mais ce n'est pas forcément vos ancêtres. Donc voilà, ici, la première constitution, avec toujours le respect de la truc quadripartite. Ça, c'est des instances symboliques, vous voyez. C'est ici, le grand hôte comme lieu des signifiants. Ici, la signification que ça a. Ici, c'est une signification. Ici, c'est une inscription signifiante de l'idéal du moi, qui est une fonction apaisante. C'est-à-dire que si vous correspondez aux signifiants parentaux, la vie, en principe, est plus facile pour vous. Hein. Tandis que si vous voulez changer de registre, ben, vous avez des grandes difficultés, c'est bien connu, quand vous ne respectez pas cette instance qui vous a déjà fixé avant votre naissance. 2 générations avant vous, on vous attend. Hein. Qui préside à la venue de notre être biologique au monde. Hein. C'est comme ça, les liens de parenté, ça a été démontré. Pour l'être humain, c'est comme ça. Les animaux, c'est pas tout à fait pareil. Bon. Et cette instance-là, vous voyez quelque chose d'autre que je vous rajoute. Donc, vous voyez la circulation des flèches déjà ici. C'est au-delà de l'autre, eh ben, on ne sait pas ce que c'est qu'il y a au-delà de l'autre. C'est pour ça que Lacan va y mettre le surmoi. Il va mettre ici le surmoi. Ah, le surmoi, c'est cette espèce d'impératif catégorique
qui est définie par Freud comme étant une instance féroce, obscène et féroce. Voilà, il le décrit comme ça. Et Lacan, lui, va le définir un peu autrement. Il va dire que c'est c'est ce qui des signifiants que vous n'avez pas intégrés à votre inconscient, en gros, hein, qui viennent faire coupure dans le fonctionnement de votre désir. Et plus, ça Freud le dit, plus vous cédez au surmoi, plus il est exigeant. Alors que si vous satisfaisez, si vous appuyez sur l'idéal du moi, il y a une fonction apaisante pour vous, parce que là vous êtes dans le registre des signifiants qui vous ont constitué, alors que ceux-là, ils viennent, on ne sait pas d'où, et ils vous perdent. Vous suivez à peu près ça? C'est pas trop difficile? Oui, moi je crois. Hein? Là, je le suis moins, parce que je pensais que c'était la même chose sur moi. C'était quelque chose qu'on attend de vous, que vous imaginez qu'on attend de vous. Que c'est la quoi? Je pensais que le surmoi, c'était une exigence qu'on attendait de vous et que vous voulez vous y conformer. Oui, mais c'est une exigence complètement arbitraire, c'est ça la question. Mais quelle est la différence avec l'idéal du moi? C'est parce que ça s'appuie sur des signifiants, c'est solide un signifiant, c'est-à-dire que ça a une certaine consistance au signifiant. Hein, on est des sujets du signifiant, c'est consistant, tandis que c'est une instance imaginaire, le surmoi, qui ne fonctionne pas, qui manie des signifiants, mais qui n'est pas signifiant. C'est-à-dire que l'arbitraire, c'est parce que c'est jamais satisfaisant. Donc chaque fois que vous lui cédez, chaque fois que vous êtes guidé par votre surmoi, ça vient d'où? Culpabilité, par exemple, ça s'aggrave au fur et à mesure. Il y a des sujets qui sont en permanence pris dans ce registre-là. Je ne peux pas en dire plus ou moins. Mais il vient d'où le surmoi? Comment? Il vient d'où le surmoi? Je dis qu'il vient justement de signifiants qui n'ont pas été intégrés à votre histoire. Ça vient de partout. Si vous rencontrez des gens nouveaux que vous ne connaissez pas, ils risquent de vous imposer des figures du surmoi pour vous obliger à faire des choses que vous n'avez jamais fait ou vous ne savez pas, par exemple. Hein? Comme ça. C'est simple, non, à comprendre ça? Non? On continue. C'est trop dur à comprendre? Si, on continue. Vous avez compris ça, non? Je crois, oui. Hein? Bon. Alors, je vous avais expliqué la dernière fois aussi que sous cette chaîne signifiante de Lacan, hein, c'est une définition du sujet qui sera toujours la même pendant tout son enseignement. Le sujet est représenté par un signifiant. Donc, le sujet disparaît figé par le signifiant, il est représenté par un signifiant, pour un autre signifiant qui est ici, S2, qui vient de l'autre, justement, S2, qui ne le représente pas, justement. Et vous êtes, vous, dans ce registre-là, vous êtes le déchet, justement. C'est-à-dire que la prise du corps par le signifiant, pour l'enfant qui devient parlant et qui entre dans le langage articulé de sa région, il n'est que un sujet représenté par des signifiants, en particulier le nom propre, pour un autre signifiant qui lui vient du dehors, et dont il n'est que le déchet. Voilà comment ça s'écrit. Hein. C'est-à-dire que sur la ligne des signifiants, c'est la chaîne signifiante qui est comme ça, en dessous, il n'y a que des significations. Alors Lacan les écrit comme ça. Sous la chaîne, il y a, je vous l'avais expliqué le jour, le sujet divisé, il y a l'objet petit a, il y a la signification, il y a le phallus manquant, et puis je me souviens plus ce que j'avais mis d'autre, il y avait un autre terme. Il y avait elle. Hein? Il n'y avait pas elle. C'est ça, c'est le phallus. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je ne me souviens plus, c'est pas grave. Il y a un autre terme. Et vous voyez que chacun de ces petites lettres représente quelque chose qui n'est pas la même, c'est-à-dire qu'on les a écrites différemment. Et c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, vous m'avez dit que c'est pour ça qu'on parle du complexe de castration. C'est-à-dire qu'au fond, l'entrée dans le signifiant a une fonction de castration symbolique. Hein, c'est-à-dire qu'elle marque votre corps, c'est une marque sur le corps carrément, qui donc vous conditionne d'une certaine façon. Il y a des mots qui vous sont particulièrement sensibles et parfois douloureux ou agréables à utiliser, hein, et en même temps
l'objet de cette castration symbolique, il est imaginaire, c'est ce qu'on appelle le phallus, c'est pour ça qu'on l'écrit ici avec un moins fi. Ça fait apparaître un manque pour vous, vous manquez toujours, ça, ce que vous dites ça va pas, c'est jamais bien dit, ça ne correspond pas à ce que vous voulez dire, vous êtes constamment pris là-dedans quand vous parlez avec quelqu'un ou quand vous voulez lui expliquer, à moi aussi c'est pareil, ça m'arrive ici, hein. Ça vous travaille, et puis voilà l'objet symbolique, et l'agent de la castration symbolique, c'est le père réel. Alors, je vais vous parler un peu du père réel, parce que c'est une définition très compliquée, le père réel. Hein. Le père réel, en principe, on dit que c'est le père dans la famille, en gros. Hein. On dit que c'est lui le père réel. Mais le père, dans la psychanalyse, c'est le père symbolique, justement. Alors, il y a Dieu, il y a les religions, mais il y a surtout, chez Freud, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il invente un mythe qui s'appelle Totem et Tabou, et le père originaire, c'est le père de la horde, hein, qui jouit de toutes les femmes et de tous les hommes. Hein. Il en jouit comme il veut, il les mange, il les tue, il baise avec, il fait tout ce qu'il veut, et c'est évidemment, alors Lacan, lui, il l'appelle, je l'avais dit tout à l'heure, il l'appelle l'orang-outan originaire, comme ça. Il ne nous coupe pas de la série des singes et des choses comme ça. Il l'appelle l'orang-outan originaire. Alors évidemment, un jour, alors Lévi-Strauss a dit, alors là, Lévi-Strauss qui n'aime pas la psychanalyse, hein, il n'aimait pas Freud, il le lisait, mais il s'en sert comme d'un dictionnaire, et il ne s'intéressait pas à ce que disait Lacan, parce qu'il disait que Lacan c'était un voyou, en gros, il disait qu'il ne respectait pas les semblants. Donc Lacan n'est pas rentré à l'Académie française, il n'est pas allé au Collège de France, il a toujours été un mec exclu de tout le monde, et que probablement il en a joué aussi lui. Il ne voulait pas, c'était pas son truc, quoi. En tout cas, bon, Lévi-Strauss dit que cette invention de Totem et Tabou, c'est un vrai mythe moderne. Donc il lui donne un statut de mythe, une construction symbolique d'un réel qu'on ne peut pas connaître, d'un réel de l'originaire, c'est toujours la même chose. Un jour, les fils, surtout les fils d'ailleurs, toujours les hommes, les fils en ont ras-le-bol parce qu'eux, ils aimeraient bien avoir une autre vie que d'être comme ça, sadisés par ce type qui leur fait faire n'importe quoi, se révoltent, le tuent, le mangent et installent des lois en disant ça ne sera plus comme ça. C'est-à-dire, il va falloir mettre des limites, donc il va falloir mettre des limites à la société humaine. Il y a des interdits radicaux qu'on ne peut plus transgresser. Hein. Alors c'est le mythe de l'inceste, par exemple, parce que le père de la horde, il s'en fout, il n'a pas d'inceste, il couche avec ses filles, ses sœurs, avec ses mères, il s'en fout, puis toutes les femmes sont mélangées. Et alors, Lacan, il pose la question, il est marrant, il pose la question, il dit, mais pourquoi, après toutes ces femmes qui sont là, ils ne touchent pas les femmes du clan, hein. C'est les lois de, comment ça s'appelle, le familial, c'est un autre nom. Bon. Structure parentale, hein. Exogamie. Voilà, c'est ça. Il dit pourquoi il y a d'autres, elles sont pas toutes, ses sœurs sont pas toutes ses filles, sont filles des mêmes mères, donc il pourrait avoir des femmes. Ben non, ils se les interdisent toutes. Donc les lois de l'exogamie, ça veut dire, et ça existe, on peut encore le percevoir dans certaines, maintenant c'est de moins en moins apparent, certaines sociétés qui sont encore restées à des états beaucoup plus organisés et solides, dans les forêts, des choses comme ça. Bornéo, c'est presque fini. En Amazonie, il y a encore quelques nomades qui vivent comme ça, en dehors de toute civilisation. Donc il dit, pourquoi ils ne le font pas? Alors, eh bien non, parce que justement, ils se sont interdits toutes les femmes, donc la loi est installée, ils bouffent le père, ils le mangent, et du coup, le père mort, ce père originaire, c'est le père symbolique. Donc le père, il est déjà mort, hein. Ça y est, c'est fini, il est mort, pour tout le monde. Hein. Le père symbolique, il est mort depuis toujours. Donc dans la vie, on a affaire non pas au père symbolique, puisque de toute façon, il est là par définition.
On entre dans un monde signifiant qui nous impose des lois qui peuvent nous gêner, mais c'est comme ça, et on a affaire à ce qu'on appelle papa, quoi, le père réel, qui est un pauvre homme qui va au boulot, que sa femme tabasse le soir en rentrant, elle l'engueule parce qu'il rentre trop tard, qu'il n'apporte pas assez d'argent, enfin des tas de trucs comme ça. Et puis lui, le pauvre vieux, il travaille, il amène l'argent à la maison. Bon, enfin, ça a changé, bien sûr, puisque les femmes se sont mises au travail. Et des fois, elles rapportent plus d'argent que le type. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, ce père réel, on ne peut pas le définir. Alors, on peut demander, bon, une mère, de toute façon, elle est toujours une bonne mère. Il n'y a pas de mauvaise mère, ça. C'est contrairement à ce qu'on raconte. La mère, c'est la mère. On ne peut pas la mettre en question, la mère, puisque c'est elle qui a enfanté l'enfant. Bien sûr, dans les adoptions, ça fait question. Bien sûr, ça fait question. Et c'est pas par hasard que les orphelins passent leur vie à essayer de retrouver leur mère. Et que comme maintenant les lois ont été inscrites dans nos codes, ils débarquent un jour chez une femme disant « t'es ma mère », alors qu'elle, elle les a laissés tomber, elle les a abandonnés, ou c'était comme ça que ça se passait. Ça fait des sacrés problèmes, ça. Hein. Ça existe. Maintenant, on assiste dans la clinique à des questions comme ça. Ils passent leur vie à chercher où est la vraie mère, puis un jour ils débarquent et puis ils trouvent une femme qui ne les connaît pas, qui les a abandonnés à la naissance, puisque ça se fait à la naissance. Une femme peut très bien dire au moment de l'accouchement qu'elle ne veut pas de l'enfant, on l'abandonne et donc elle rentre dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elle est prise en charge l'enfant est pris en charge par l'État. Donc ce père fait comme il peut et c'est lui l'agent de la castration. Voilà, il est l'agent de la castration. Alors Lacan est très, très prudent là-dessus. Il le décrit très bien, c'est dans RSI. Un père n'a droit au respect sinon à l'amour, il dit, que si il s'occupe des enfants qu'il a eus avec une femme, même si ça ne lui plaît pas, et pour le reste, il fait n'importe quoi, en gros. Hein. Mais la seule chose que Lacan précise, il dit surtout pas de père éducateur, parce que si le père est éducateur, ça risque de donner le président Schreiber, c'est-à-dire un psychotique. Hein. Et il y a des gens qui sont comme ça, hein. Il y a des hommes qui sont comme ça avec leur enfant, c'est pas toujours réel, mais ça existe, il faut quand même laisser une marge de manœuvre. Donc le père, du moment qu'il apporte ce qu'il faut pour la maison et qu'il n'emmerde pas trop tout le monde, il fait un peu n'importe quoi en gros. Hein. C'est pour ça que Lacan parle de l'invention d'une nouvelle perversion en 2 mots, hein, qui est une grande énigme, parce que perversion en 2 mots, c'est donc une version du père qui serait adéquate et qui serait une perversion un peu moins conne que celle qu'on a connue, en gros, qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est pas aussi con que parce que les pervers, c'est des cons, je vous le dis tout de suite. Hein. Sade, c'est un idiot qui a écrit des textes interminables et sans intérêt, hein, et qui a envahi de son temps, tout Paris se faisait passer ses textes. Il est resté 40 ans à la Bastille. Les révolutionnaires l'ont trouvé dans son cachot, ils ne l'ont pas tué parce que c'était un aristocrate. Donc ils ne l'ont pas tué, donc ils ont considéré que c'était un révolutionnaire. Hein. Français encore un effort pour être révolutionnaire, il avait écrit des trucs comme ça. Ils l'ont cru comme être, mais lui c'était un type complètement à côté de la plaque avec ses histoires. Alors il y a le masochisme que Lacan, je vous raconte un peu ça, le masochisme, Lacan au début il est béat d'admiration devant le savoir-faire des masochistes. Vraiment, il dit c'est le pompon, ça, vraiment, ils savent vraiment y faire avec la jouissance. Alors, si vous lisez sa chère Mazoc, là, ce qu'il a écrit, c'était un couple qui se produisait dans les cours. Hein. Il faisait des scénettes de théâtre pour expliquer comment ça se passait entre lui et sa partenaire, Wanda, dans son bouquin « La Vénus à la fourrure ». Il la rencontre, il est dans un parc, il est devant une statue de Vénus, comme dans les parcs, une belle statue, et il rencontre une femme qui passe là, et d'un coup, il identifie Wanda à la statue, et donc elle devient son idole.
Et comme lui, c'est un aristocrate, il va la voir, et puis il la séduit, et puis commence leur aventure. Je vous raconte ça parce que c'est quand même assez drôle. Alors, il raconte une scène qui est assez drôle, d'ailleurs. C'est que Wanda, bien entendu, elle ne sait pas quoi faire du bonhomme, parce qu'il est chiant comme la pluie, il passe son temps à vouloir se faire taper dessus, tripoter, piquer des épingles, écorcher, enfin tout ce qu'on voudra. Il raconte la scène, il est dans un train. Alors elle, comme c'est la reine, c'est la Vénus à la fourrure, dans le train, elle voyage en première classe, et donc elle voyage avec tous les gens riches, et tous les officiers des hussards, comme ça, donc elle fait un voyage absolument fabuleux, et lui, il est avec les serviteurs dans un wagon au fond, il descend à la gare, et puis elle part vers l'hôtel où ils doivent aller, et il est derrière, il a tous les bagages à porter, et alors il est là, il porte les bagages, alors tout le village le regarde, parce qu'il a l'air complètement accablé, et puis il éclate de rire tellement la situation lui paraît drôle. Vous voyez, comme ça le fait rigoler parce que quand même, il dit que c'est... Puis il n'est pas très content parce que quand même, c'est lui qui a payé le voyage et qui paye tout. Hein. Alors, ils s'installent ensemble, et puis elle, forcément, comme elle a séduit des officiers dans le train, elle les reçoit chez elle, et puis lui, il était comme un malheureux, maltraité. Finalement, il se cache derrière un rideau, pour voir ce qui se passe. Et effectivement, à un moment donné, il bouge dans son rideau. Alors le bonhomme qui est avec sa femme s'en aperçoit et lui casse la gueule. Et le fout dehors, il lui casse la gueule. Alors là, il revient vers Wanda et puis il lui dit, écoute, non, moi je veux pas qu'on me batte, je veux pas qu'on me fasse du mal quand même. Tu vois, bon, l'histoire se termine comme ça. Il veut bien qu'on le fasse souffrir, mais il ne faut pas non plus lui casser la gueule, ni lui faire des blessures, des choses comme ça. Donc petit à petit, Lacan, qui était béat d'admiration devant le maniement de la jouissance de ce Mazor, finit par dire que c'est un con, quoi. C'est un idiot, comme le sadique. Alors les autres perversions, c'est du même tonneau. Hein. Toutes les autres versions, c'est toujours le même. Le principe du pervers, le voyeur par exemple, le névrosé voyeur, c'est un voyeur à la jumelle. Vous voyez, il est à l'appartement, il a une longue vue, il regarde les gens qui sont dans l'immeuble en face. Tandis que le vrai pervers voyeur, il faut qu'il s'approche de sa proie, mais c'est pas suffisant. Une fois qu'il s'est approché, il faut qu'il se fasse découvrir. Hein? Il faut qu'on le découvre. Et comme ça, il est obligé de se débiner dans la honte, poursuivi par tous les gens de l'immeuble qui veulent lui casser la gueule parce que c'est un voyeur. Le névrosé ne fait pas comme ça. Bon, chacune des perversions, c'est un peu dramatique la perversion, enfin, quand je vous dis ça comme ça. Et Lacan, il voudrait inventer effectivement une nouvelle perversion qui soit un peu moins conne que celle-là, mais il n'a pas pu l'inventer. Il n'a pas pu l'inventer parce qu'il disait « je ne trouve pas de signifiant nouveau à la fin, je n'y arrive pas ». Hein? Bon. Ça, il faut le savoir parce qu'on a affaire à des pervers dans l'existence. Hein. Il n'y a pas que des exhibitionnistes. Les exhibitionnistes ne sont pas très méchants en fin de compte. Hein. Ils ne sont pas très méchants. Les autres perversions, le sadisme, c'est un peu pénible. Tout ça, le fétichisme, c'est pas si méchant non plus. Bon. Peu importe, voilà, on en est là, et je repars sur mon système. Il faut que j'arrive à revenir là-dessus. Sur ce circuit-là, ici. Alors ce circuit, il n'est pas unique, parce qu'au fond, quand vous faites une demande comme sujet à l'autre, ben l'autre, il va demander tout de suite « que veux-tu » Alors c'est là que je commence le montage du graphe du désir, hein. Donner une suite. Alors, je vais prendre ça. Je vais le mettre comme ça. Ça va pour l'instant, c'est à peu près cohérent. Bon. Donc, on a fait ça, hein. On a fait ce premier étage, ici.
Donc au départ, il y a toujours le sujet divisé, et ça aboutit par il devient, c'est l'idéal du moi. La chaîne signifiante rencontrée va comme ça, du grand autre, trésor du signifiant, qui, en retour, et ça revient comme ça aussi, en retour, vous donne une signification de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Vous suivez ça? Et ici, on s'adresse à un autre, un petit autre, qui vous renvoie, comme dans le miroir, à votre moi. Le moi, il est ici. Et puis, les flèches du circuit sont comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez tourner comme ça, vous pouvez revenir en arrière, ça tourne tout le temps, c'est ça qui se passe. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire l'autre quand vous lui demandez quelque chose? Lui, ben, il va répondre du lieu de l'autre, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Il y a un nouveau cassé. C'est pas grave, il est si cassé, je le recolle. Oui, il est cassé, c'est pas grave. Ça se recolle, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Oui, voilà, c'est bien. Je vais prendre un autre. Bon, ça va. L'autre, il va vous demander que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Ça veut dire qu'il y a un point d'indication de ce qu'on appelle le désir. Voilà, ici. Il y a un point, à un moment donné, que veux-tu? Vous voyez bien que votre désir vous vient de l'autre. Que veux-tu? Donc, c'est vrai que même maintenant, quand on va acheter un billet d'avion à Air France, ça m'est arrivé la dernière fois, à l'aéroport des Invalides, là, au truc des Invalides, je voulais acheter un billet d'avion pour aller à Barcelone. Moi, d'habitude, j'avais dit, ben voilà, je veux un billet, donnez-moi un avion à tel prix et tout. Ben non, la bonne femme, elle m'a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai dit, je vous ai dit ça. Ah oui, mais monsieur, alors attendez dans la salle d'attente, et puis ils m'ont pris 3/4 d'heure après, et j'ai eu affaire à une bonne femme qui me posait des questions qui étaient que des questions commerciales, pour qu'elle puisse cibler exactement qu'est-ce que je voulais par rapport à la panoplie des choses qu'elle pouvait me proposer. Et je suis sorti au bout de 2 heures avec la virtualité d'un billet que je ne voulais pas, à 1 heure de départ que je pouvais pas avoir, pour avoir mon billet. Et donc, c'est comme ça partout, maintenant. Vous allez partout dans les magasins, les gens vous demandent qu'est-ce que vous voulez. Vous ne pouvez plus acheter un truc sans décider. Et on vous demande quel est votre désir, en gros. C'est une influence de la psychanalyse dans la civilisation. Évidemment, ils n'ont pas la même conception du désir que nous, mais en même temps, c'est une pratique courante. Vous allez n'importe où, vous demandez quelque chose à la caisse, et la première chose qu'on vous demande, bonjour monsieur, vous ne lui avez pas dit bonjour. Il faut lui dire bonjour. Tout ça, au revoir monsieur, tout ça. Et quand vous téléphonez, on vous dit, la conversation va être enregistrée. Vous connaissez toutes ces contraintes, c'est quand même des nouveautés, ça. Avant on s'en foutait. Et puis en plus de ça, quand vous dites, mais je sais moi, regardez, mais prouvez que vous êtes Patrick Vallas. Ah ben j'ai oublié, j'ai pas ma carte d'identité. Ah ben monsieur, on ne peut pas vous donner l'argent que vous venez chercher à la banque puisque vous n'avez pas votre carte d'identité. Oui, mais ça va pas alors. Elle me dit prenez votre carte bleue, mais je l'ai pas non plus ma carte bleue. On ne peut pas avoir d'argent. Autrefois on pouvait. Bon, c'est comme ça. C'est les effets de la subjectivité de l'époque qui ont été changés comme ça. Donc le désir, il est ici, et bien entendu, la réponse aussi, c'est qu'il y a le désir, mais dans votre désir, il va y avoir une bifurcation qui se produit, comme ça. On va faire ça comme ça, voilà, comme ça. C'est-à-dire que dans le désir, il y a ce que vous êtes comme sujet, comme ça, on va tracer. Et l'objet que vous désirez. C'est ça qui va être déterminé par ce point de désir. Dans ce sens-là, ça peut faire retour d'ailleurs. Et vous avez ici la formule du fantasme. Vous voyez le truc. Et le fantasme
qui est une expression de votre désir, eh ben, il va retentir en descendant sur la signification que vous êtes pour l'autre. Vous voyez comment ça se passe avec le graphe du désir, là, vous comprenez ça petit à petit. Et puis bien entendu, ça ne s'arrête pas à ce point. Maintenant, parce que ce désir-là, il n'est pas... le sujet dans son fantasme, il ne sait pas quel est son désir. Puisqu'il est comme sujet divisé, donc il n'existe pas, puisqu'il n'est qu'une fente. C'est ça le désir. La division du sujet, c'est un trou, le sujet. C'est rien d'autre qu'un trou dans le réel. C'est ça. Et l'objet petit a, c'est le déchet de ce qu'il est. Donc, il ne repère pas son désir dans son fantasme. Il est dans le fantasme, mais on ne le repère pas. Alors, ça c'est important de le situer, parce que Freud, au départ, a une conception de la névrose comme étant un traumatisme sexuel dans la prime enfance. C'est ce qu'on appelle la neurotica. C'est-à-dire que les hystériques sont hystériques parce qu'elles ont subi une agression sexuelle quand elles étaient petites, et spécialement du père. Tous les pères, alors un jour Freud il a dit quand même, tous les pères ne sont pas des gens qui séduisent leurs filles quand même. Il y en a peut-être quelques-uns, mais tous les pères ne font pas ça avec leurs filles, en gros. Hein. Donc, à un moment donné, il a renoncé à cette neurotica, en 1900 d'ailleurs. Au début, c'était ça. Traumatisme. L'hystérique, c'est un traumatisme sexuel. Hein. La cause, c'est ça. Il dit non, c'est pas possible, c'est un fantasme. Et donc, on a appelé ça ce qu'on s'appelle le fantasme fondamental. C'est-à-dire qu'il a remplacé sa neurotica par la théorie d'un fantasme originaire, c'est-à-dire une interprétation de la situation réelle par le sujet. C'est l'histoire de l'homme au loup, par exemple, qui assiste à la scène de copulation de ses parents. Alors c'est une histoire à dormir debout, parce qu'on essaie de décrire, il avait à peu près 6 mois, je crois, oui, un peu plus de 6 mois, il rentre dans la chambre de ses parents, et paraît-il, il aurait vu une copulation à tergo entre la mère et le père. Et que du coup, lui, tellement traumatisé par ce qu'il a vu, on ne voit pas pourquoi il aurait été traumatisé, mais il était traumatisé, lui, d'après l'histoire, ben, il a lâché une merde comme ça, et puis les parents, ils l'ont foutu dehors, comme ça. Et il a été fixé par cette espèce de scène originaire, et toute sa vie, le pauvre homme, toute sa vie, il a fait une représentation d'un rêve qu'il a produit, parce que Freud l'avait pris en analyse, et puis il était quand même un peu directif, Freud, et le type racontait toujours cette histoire qui tournait en rond. Il lui a dit, écoutez, hein, je vous donne 6 mois, si dans 6 mois vous ne m'avez pas sorti un rêve, je vous fous dehors. Alors le type, il était pétrifié, quoi. Et au bout de 6 mois, effectivement, il a sorti ce fameux rêve au loup. Hein. Les loups qui sont dans l'arbre, et dont le regard est fixé comme ça, c'est lui-même qui est figé dans les loups, et ça s'est pas bien terminé avec Freud, et ce type-là a passé sa vie à faire... Il était très riche au départ, il est devenu très pauvre, il a émigré aux États-Unis, et à New York, comme il était célèbre dans le milieu analytique, puisque c'était un ancien patient de Freud, il faisait de ce petit dessin, il les vendait comme des cartes postales. Il a passé sa vie à faire ça. Fixé par l'intervention sauvage de Freud, qui aurait pu le laisser tranquille. Il faisait des trucs comme ça, Freud. Hein. Il faisait des trucs comme ça. La jeune homosexuelle qui reçoit en analyse, à un moment donné, il dit, bon, ben, ça suffit, cette jeune homosexuelle est homosexuelle, je ne vais pas pouvoir la soigner, il la fout dehors, quoi, en gros. Hein. Et ça se passe mal. Dora, c'est pareil, Dora, c'est une hystérique. Et puis un jour, il lui fait une interprétation sauvage, parce qu'il y a un quadrille entre Dora et le mari de la maîtresse de son père. Hein, et Freud en a marre, et il lui dit en gros, il dit ça, en gros, il dit, bah écoutez, il est très bien le mari, laissez votre père avec votre mère, et puis vous n'allez qu'à avoir une aventure avec cet homme-là, et tout rentrera dans l'ordre. Bien entendu, c'est pas ce qui se passe, et Dora, bon, bah, on sait que c'est... Alors c'est important parce que Freud n'a publié que des cas manqués. C'était quand même bizarre comme truc. Hein. Bon, l'homme au loup, le petit Hans, nous en parlerons un autre jour, Dora et la jeune homosexuelle, ce qu'on appelle ça.
des cas ratés. Alors je me suis dit, mais pourquoi Freud? Il a eu quand même beaucoup de cas cliniques, comme il a eu beaucoup d'enfants en analyse. On ne le savait pas, mais il a reçu beaucoup d'enfants. Bon, il n'intervenait pas comme on faisait maintenant, mais il avait cette expérience. Et moi je pense que s'il a publié des cas manqués, c'est plus démonstratif de la valeur de l'interprétation que si c'est réussi. Hein? Et je vous dis ça comme ça parce que Lacan, à un moment donné, quand il cherche un signifiant nouveau, il finit par pas le trouver et il dit que c'est la preuve qu'il y a un réel. Vous voyez ce que je veux dire? L'échec de sa pensée sur un objet qu'il veut absolument saisir, c'est la preuve qu'il y a un réel qui résiste à la symbolisation, et c'est une marque. Je pense que Freud, il y a quelque chose comme ça. Alors moi j'ai écrit un texte sur les 5 erreurs de Freud, parce qu'il a fait le même truc avec l'interprétation du président Schreiber, qu'il a analysé comme étant une homosexualité refoulée, hein, alors que c'est un rapport au contraire au père symbolique et à la loi. Ça c'est Lacan qui l'a corrigé. Tout ça, on voit bien comment tous ces gens-là, enfin lui, il tâtonnait, c'était quand même des aventuriers, puis c'était courageux. Enfin, c'est pas comme on a nos analystes maintenant, qui sont d'une assurance, d'une arrogance, tout ce qu'on voudra, alors que la pratique analytique est extrêmement difficile, très aléatoire. Le désir de l'analyste, bon, le désir de l'analyste, ça fait chic, le désir de l'analyste, bon, très bien, tout le monde dit, ah, le désir de l'analyste, il faut démontrer qu'on a le désir de l'analyste, la passe et tous ces trucs-là, c'est quand même des trucs qui sont pas du tout faciles à résoudre. Et puis voilà, bon, je vous dis ça comme ça. Bon, l'homme aura, il est moins raté. Hein? L'homme aura, l'analyse de l'homme aura, elle est pas ratée. Oui, elle est ratée aussi. Elle est ratée aussi. Oui, c'est raté, oui, c'est raté, complètement. C'est l'histoire des sous. Bien sûr qu'il y a des choses vraies qu'il dit, mais c'est raté. Alors lui, en plus de ça, l'homme aura, on a le texte publié dans les 5 psychanalyses, parce qu'il fallait qu'il produise ça pour faire exister la psychanalyse, bien sûr. Et puis, il avait écrit entièrement le truc. Hein. Comme Freud, on croit que Freud a fait une analyse avec Fliss. Parce qu'on a les lettres de Freud à Fliss, mais on n'a pas les réponses qu'il faisait. Seulement Freud, il était tout seul à l'époque quand il explorait tous ces trucs-là. Donc il avait trouvé un dingue, un copain, comme ça, qui n'était pas étonné de ce que lui pouvait écrire, puisque l'autre, il avait des théories sur les rapports entre le nez et les organes sexuels. Et à la fin, Freud se fâche avec lui, il leur ouais, sur les roses, et il dit, j'ai réussi là où le paranoïaque a échoué, ils étaient très tendres les uns avec les autres, comme ça, à l'époque. Mais voilà, en gros c'est un peu ça. Et puis, il y a beaucoup de choses chez Freud qui sont des avancées très intéressantes, mais il n'a pas peur de montrer où il a ses failles. À Lacan, on reproche à Lacan, c'est vrai, on reproche de ne pas avoir de cas cliniques. Il ne parle pas de cas, très peu, très rarement, mais juste une petite truc. Mais c'est son texte qui est sa clinique, justement. Et ce n'est pas un texte universitaire, le texte de Lacan, hein. C'est un texte d'analysant. Il parle comme un analysant, et il parle depuis le début comme un analysant. Ce n'est pas du tout comme l'a fait Miller en disant qu'il y avait une période comme ça, une période comme ça. Il a toujours parlé à partir de sa parole. C'est un homme de parole. Il a toujours soutenu que la psychanalyse était une pratique de la parole. Il s'en foutait des écrits. S'il n'y avait pas eu autour de lui des gens qui lui ont fait des pressions pour qu'on publie ses textes, on aurait très peu de textes de Lacan. Quelques-uns qu'il a publiés dans sa jeunesse dans des revues, qu'on a maintenant localisées, et puis le Seuil lui a imposé de publier ses écrits. Et puis après, il y a eu la transcription de ses séminaires, mais lui, Lacan, ça ne l'intéressait pas. Il ne savait même plus, d'ailleurs, souvent, il se rappelait vaguement, il ne savait même plus où il avait parlé de telle ou telle chose. Moi, ça m'arrivait, il me disait, où est-ce que j'ai parlé de ça? Comme il savait que je bossais comme un dingue à la suite, comme ça, où est-ce que j'ai parlé de ça? Je vous dis ça parce que quand il dit il n'y a pas de rapport sexuel, vous connaissez la fameuse phrase, ça fait rigoler tout le monde. Allez parler dans un amphithéâtre à des gens qui ne sont pas de notre milieu, et puis vous leur balancez-leur, il n'y a pas de rapport sexuel, vous allez voir l'effet que vous allez avoir. Eh bien Lacan, là-dessus, même là-dessus, il est revenu. Il a dit comment? Il n'y a pas de rapport sexuel, il insiste tout le temps. Ben si, il y en a,
quand une femme se fait saint homme pour l'homme. C'est un rapport sexuel. Il y a ce rapport sexuel, ça veut dire quoi? Transmission directe de signifiant dans le corps de l'autre. Ensuite, entre un homme, donc un homme et une femme qui se fait symptôme de l'homme. Ça veut dire qu'une femme donne à l'homme une consistance signifiante. C'est ça que ça veut dire, en gros. Sinon, les hommes, ils font n'importe quoi tout le temps. C'est bien connu. C'est bien connu qu'ils font ça, non? La consistance signifiante. Oui, vous êtes d'accord. Avec les femmes, elles savent. La consistance signifiante, par exemple, c'est pas de faire de l'homme un père. Alors, il y a effectivement, à un moment donné, mais le père n'est reconnu que parce que la mère nomme le père et lui donne cette fonction symbolique. Si elle ne lui donne pas, ben, il n'est pas père. Il est père par les règlements et la loi, mais il n'est pas père du signifiant pour l'enfant. Donc ça, alors il n'y a pas de rapport sexuel, sauf donc quand une femme se fait symptôme pour un homme, entre les générations voisines, c'est-à-dire transmission directe des signifiants par l'autre. Alors Lacan, il évoque une scène au Japon. Il est allé au Japon et puis à un moment donné, on le met en présence d'un savant japonais qui se met à lui expliquer ce qu'il est en train de faire comme travaux. Et alors Lacan ne comprend rien, mais il l'écoute comme ça, et puis il dit de toute façon, même si je ne comprends rien, les signifiants vont me rentrer dans le crâne et vont passer dans mon cerveau, et mes petits-enfants pourront s'en servir. Il y a une façon de parler de l'imprégnation du corps par les signifiants de l'autre, sans qu'il en ait la moindre maîtrise. Donc, moi je vous conseille de lire Lacan comme ça, c'est-à-dire, vous lisez Lacan, vous ne cherchez pas à comprendre. Continuez la lecture, et petit à petit, en le lisant, il faut faire des retours comme ça, vous allez repérer des formulations qu'il a, des termes qu'il utilise, qui reviennent tout le temps, et puis, brusquement, il avait nommé un truc 3 ans avant, il arrive à trouver la solution, et il expose la chose. Par exemple, l'anneau de Mébius existe dans son premier séminaire qui s'appelle fonction d'appareil, qui s'appelle les écrits, ce qu'on appelle les écrits techniques, oui, ce qu'on appelle les écrits techniques. Mais moi je parle de fonction et champ de la parole et du langage, le premier texte écrit qu'il a fait. Hein. Et là, à un moment donné, il parle de l'anneau de Mébius, mais il n'en fait rien. Il n'en fait rien. De même que dans le séminaire de l'éthique, où il est en train de commencer à élaborer une théorie qu'il a de la jouissance, parce que ça c'est très important. C'est le grand truc de l'accord, l'histoire de la jouissance. Parce que le signifiant, c'est pas lui, le signifiant c'est les linguistes qui l'a aménagé à sa mesure, mais c'est l'exploration de la jouissance, qu'il emprunte au juridique, à Saint-Augustin et à Saint-Thomas qui débattaient là-dessus, et puis finalement au discours juridique pour pouvoir définir les différentes modalités de jouissance. Bon, ça je laisse ça de côté. Donc, petit à petit, en avançant comme ça, moi je vous conseille de le lire sans chercher à comprendre. Quand vous ne comprenez pas, ne cherchez pas à comprendre. Parce que la clé n'est pas là. Vous ne pouvez pas avoir... Il y a des gens qui vous expliquent, j'espère que je ne le fais pas trop quand même, il ne faut pas accepter les explications qu'on vous donne, il faut attendre que vous-même, si vous le travaillez, vous allez les trouver chez lui, parce qu'il ne lâche jamais les trucs qu'il a mis en place. Petit à petit, il revient dessus. Quand il dispose d'un appareil logique plus perfectionné, il est très logique là, quand c'est de la logique. Il parle de la logique. C'est pour ça qu'il est allé explorer les logiques de la linguistique, les logiques des grammairiens, tout ça, puis ensuite les logiques mathématiques qui lui ont paru les plus performantes possibles pour exprimer le discours analytique, en gros, jusqu'à ce qu'il les abandonne avec le nœud borroméen, qui lui permet justement de signifier que l'avenir de la psychanalyse ne sera pas mathématique. Et il réintroduit les dimensions de l'entre-deux, de l'équivoque, de toute cette série de termes qui nous libèrent du carcan justement des mathèmes et du reste. Bon, ben, je vais rester là-dessus aujourd'hui parce que je suis sorti de mon truc. La prochaine fois, je finirai. Hein, je ferai l'étage au-dessus
Parce que après vous comprendrez ce graphe du désir, et puis après vous vous en foutez si vous ne l'utilisez pas, c'est pas très important. L'essentiel, quand on est analyste, c'est de coller au discours de l'analysant, c'est-à-dire de reprendre à son compte la formule de Lacan qui dit que pas moyen de le suivre sans passer par mes signifiants, va faire pareil avec les analysants. Vous ne pourrez pas entreprendre une analyse si vous n'écoutez pas les signifiants de votre analysant, et lui-même à son insu, il vous le dit pas, mais c'est ça qu'il vous dit. Tu ne pourras pas m'analyser si tu ne me suis pas par mes signifiants. Et Lacan avait dans sa pratique un profond respect de ce que disait l'analysant. Hein. Il disait, n'hésitez pas à dire des bêtises. Hein. Voilà, c'est ça. Je reste là-dessus. Merci. Le père réel dont vous parlez, oui. La façon de vous présenter, c'est pas un retour au père de la réalité, il y a forcément... Oui. Plus lié mais il donne... Oui, il y a quelque chose quand même. Oui, il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est le père de la réalité à condition qu'il soit reconnu par la mère. Hein. C'est-à-dire que quelque part, sa position de père réel lui est aussi donnée par le discours de la mère. Hein. C'est pour ça qu'il ne dit pas père éducateur. Dans l'insuffisance qu'il a à l'être. Comment? Dans l'insuffisance qu'il a à l'être. Il ne peut pas faire quelque chose qui... il a quand même une certaine présence, quand même, ce père, hein, le père réel. C'est vrai que quand il n'y a pas de père réel, ça peut être problématique pour l'enfant. Hein. Mais alors le père réel, c'est pas le réel, c'est pas le réel de Lacan. Il faut faire attention. Mais lui, il utilise le vocabulaire courant, Lacan. Hein. Des fois, le réel, c'est pas un concept. Il n'y a pas de concept dans la psychanalyse. C'est des termes de Miller. Lacan, il n'y a pas de concept dans son enseignement. Il y a des énonciations qui sont des énigmes, et c'est des énonciations qui attendent leur énoncé. Hein. Et puis, à partir de là, ça change complètement les perspectives. On n'a pas de concept, on ne saisit pas l'objet, il échappe toujours. Hein. Le réel, on ne peut pas, il est impossible à dire, impossible à écrire, et en même temps, on ne peut passer que par là. Mais dès qu'on l'a écrit, ben, c'est plus le même, c'est plus le réel. Ça échappe tout le temps. Tout ça, il faut le saisir comme ça. Et par rapport au désir de l'analyste, c'est une question dont vous parliez. Par rapport au désir de l'analyste. Alors qu'est-ce que c'est que le désir? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que... Éric Borge parle de la part, dans son dernier bouquin, de la part autistique de l'analyste. La part autiste de l'analyste. Pourquoi il serait autiste? Je sais pas. Il y a quelque chose qui, justement, là, fait écho et qui aura un choc par un choc des fantasmes. Oui, mais... Que l'analyse puisse avoir des défaillances, c'est une chose, mais la question effectivement, Lacan s'est toujours demandé qu'est-ce que c'est que le désir de l'analyste. Alors évidemment, maintenant c'est devenu un dogme, le désir de l'analyste. Quand on voit la plupart des analystes, on se demande de quel désir ils s'autorisent, parce que c'est très souvent des épiciers. Hein. Bon, enfin ça c'est autre chose. Mais la question que Lacan s'est posée de façon radicale, il a dit, mais comment quelqu'un qui a fait une analyse peut-il avoir envie de devenir analyste, hein? Ça c'est une question authentique chez lui. Et alors il invente cette espèce de procédure de la passe, en disant quand même, ça arrive aussi à des gens qui ne sont pas en analyse, il se passe une période de désastre subjectif pour un sujet qui peut durer longtemps ou pas longtemps et qui va faire un espèce de parcours comme ça où un beau matin il va se retrouver sur ses pattes. Je ne parle pas de la passe de Lacan, je parle pour l'instant de ce qui peut arriver dans la vie de gens. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, ça. Et donc Lacan pense que dans la cure, ce moment-là, il faut essayer de le saisir avec un dispositif spécial qu'il appelle la procédure de la passe. Je vais vous en dire deux mots, pour essayer d'apprendre de ceux à qui ça arrive, on puisse apprendre quelque chose. Parce que quand il vous arrive quelque chose comme ça, c'est inoubliable.
Et l'expérience montre que les gens à qui c'est arrivé, pour eux, ils sont capables de vous répéter ce qui s'est passé sans rien oublier. Quelque chose d'inoubliable, d'inouï, d'inoubliable, qui leur est arrivé, qui a transformé la vie. Moi, j'ai rencontré des gens à qui c'est arrivé, pas forcément parce qu'ils étaient en analyse. C'est parce qu'un jour, dans leur vie, il s'est passé quelque chose qui les a fait changer le cours de leur vie radicalement. Il s'est passé autre chose. Hein. Ils sont sortis de truc. Alors, la procédure de la passe, en gros, c'est... Vous allez rencontrer deux passeurs, alors je ne donne pas le détail, et en fait vous leur racontez en gros ce qui vous arrive. En fait c'est un mot d'esprit, quoi. Vous lui racontez une blague, c'est une blague, en gros. Vous lui racontez une histoire drôle, et les deux passeurs en entendent la moitié chacun, et puis quand ils vont devant le jury, ils font des témoignages aussi idiots l'un que l'autre, mais le jury, si c'est vraiment un jury sérieux, il arrive à remettre ensemble les deux énonciations, puis s'aperçoit que c'est un mot d'esprit, quoi, en gros. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est un mot, c'est une structure de mot d'esprit. Évidemment, maintenant, dans les écoles, on parle de ça, summum, puis alors, les AE de l'école, les analystes de l'école. Pour Lacan, ça n'a jamais été une promotion de devenir analyste. Ça a été quelqu'un qui a témoigné d'un petit bout de truc qui correspondrait à ce qu'on appelle le désir de l'analyste. Parce qu'il dit, comment on peut imaginer, comment on peut vouloir être analyste, qui est un métier abject, il le dit, qui est une escroquerie, il le dit aussi, il ne nous met pas dans les choses de la facilité. Hein. Comment on peut vouloir devenir analyste? Donc il se passe un fait de structure qui vous impose d'y être, c'est ça le truc. Hein. Alors, c'est pas du surmoi, c'est pas du surmoi. Et alors, et ça ne s'oublie plus, ça. Hein, c'est une blessure symbolique, subjective, radicale, définitive. Et alors, justement, les suivants de Lacan, moi je vous le dis comme ça parce que je pense vraiment sérieusement, les suivants de Lacan que je ne vais pas nommer, ont décidé que quand quelqu'un a été nommé, à eux dans leur école, ils n'auraient ce titre que pendant 3 ans. Ce qui est une connerie. Ils l'ont fait, moi, mon point de vue, c'est parce qu'eux-mêmes, ce sont des gens qui se sont jamais présentés à une procédure de la passe. Parce que c'est quand même un drôle de truc. Hein. Un beau matin, vous allez voir 2 personnes que vous tirez au sort, que vous ne connaissez pas, vous allez leur raconter ce qui vous arrive. Au bout du compte, ils ne savent même pas ce qu'ils ont entendu, ils vont voir un jury, et puis le jury va dire à eux ou pas. Pas plus, pas d'explication. Mais il faut qu'il y ait une réponse, oui ou non. Il faut quand même qu'il y ait un point de... un point de capiton, quoi. Oui ou non. Si vous ne donnez pas la réponse, si vous ne donnez aucune réponse, j'en connais à qui c'est arrivé, ça fait des dégâts, parce qu'à ce moment-là, vous êtes un peu flottant dans votre aventure subjective, et puis ça peut se reproduire dans la vie sous la forme d'effets subjectifs très importants. Donc, c'est l'histoire de arrêter au bout plus à eux, au bout de 3 ans, c'est une connerie. Quand vous êtes nommé à eux, c'est pour l'éternité, c'est comme ça, vous êtes plus le sujet que vous étiez avant l'analyse, voilà. Et vous ne pourrez plus jamais redevenir ce que vous étiez avant l'analyse. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les gens qui font une analyse et qui vont comme ça, ils ne peuvent plus faire autre chose que d'être analystes. Mais il n'y a que ça qui leur parle. Pourquoi? Parce qu'on est dans la parole, c'est tout. Hein. On est des sujets parlants et on a envie de parler avec les gens, c'est tout. On n'a pas du tout envie de lire les bouquins des autres, on s'en fout, il n'y a rien dedans de toute façon. On a envie de parler, et on est des parleurs et des parlants, et blablabla et tout le reste. Hein. Refleurissement de l'amour, ben oui, si on ne parle pas, ben, il n'y a pas de refleurissement de l'amour. Voilà.